Alors, pour le talk suivant, on a la chance d'accueillir des gens qui font des modèles. Donc, j'ai vu que dans votre roadmap, vous aviez testé de la redondance pour pas avoir une seule dépendance à un provider. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien et Xavier de chez Meta. Du coup, vous pouvez venir sur scène. Du coup, Aurélien et Xavier, vous avez travaillé sur Lama 1, sur Lama 2, probablement sur Lama 3, mais ça, ils nous en diront plus tard. Du coup, c'est quoi? C'est 20 ans de recherche en IA et en maths à vous deux, 15 de ton côté, 5 ici. Bref, des experts plutôt recherche depuis 2 ans pour toi, Aurélien, chez Meta. Oui, alors moi je dirige l'équipe. Alors donc là actuellement chez Meta, je dirige l'équipe de GenAI LLM Research, donc de research en LLM côté Europe depuis. Alors j'étais pas sur ça originellement, mais je suis à Meta depuis 2 ans. Et moi, je suis ingénieur de recherche dans la dite équipe. Voilà, c'est un grand plaisir. On vous laisse la parole. Ouais. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de nous donner l'occasion à Xavier et moi de discuter un petit peu. Je vais essayer de ne pas passer devant les slides. De discuter un peu de ce qu'on a fait à Meta en termes de recherche en LLM. Je dois vous avouer qu'on fait quelques présentations, mais en général plutôt pour des publics de chercheurs. Là, on ne savait pas trop à qui on allait parler, de quoi on allait parler et qu'est-ce qui allait vous intéresser. Du coup, on a décidé de parler un petit peu de notre parcours personnel et comment on est devenu des dresseurs de la main. Et en particulier, l'idée, ça serait de vous donner aussi envie potentiellement de devenir dresseur de la main, ou tout du moins d'acquérir un lama. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite derrière. Donc, je suis désolé, les slides sont en anglais, mais normalement, ça devrait aller. Donc, déjà, pour commencer, pour vous poser le contexte, je vais essayer de vous convaincre que vous avez envie de faire l'acquisition dans la main. Si, croyez-moi. Donc, je vais commencer par la fin de l'histoire. Lama 2, le modèle que Meta a open sourcé en milieu d'année, pas avoir un certain nombre de produits à Meta, mais qui a été, vu que le modèle a été release, vu que le modèle a été open sourcé, qu'il est totalement libre d'accès. Le modèle a eu un succès assez important, il a eu énormément d'utilisation, il a été vraiment saisi par la communauté. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de modèle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de modèle? En particulier, nous, à Meta, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a décliné sous un certain nombre de formats qui passent par des agents conversationnels. Vous avez probablement entendu parler à l'annonce, à Connect ou ensuite après de l'agent conversationnel principal qui a été déployé sur Messenger, mais également sur WhatsApp et qui en fait agit simplement comme un chatbot auquel vous pouvez poser des questions génériques, etc. et qui agit vraiment comme un assistant en fait. Mais le modèle a été également décliné sous la forme d'agents personnalisés qui ont un contexte un peu plus ludique, qui peuvent se voir comme des spécialistes ou des experts ou en tout cas des personnalités associées à un domaine particulier et avec lequel vous pouvez interagir. Mais le point que je voulais souligner avec cette présentation-là, c'est que tous ces modèles en fait sont basés sur Llama 2 et en particulier le modèle fondationnel est le même. Et la manière de faire diverger ces modèles, la manière de donner des personnalités, de donner de la texture, de donner une spécialisation à un modèle, c'est quelque chose qui est en fait somme toute assez accessible, même quand on n'a pas les moyens qui sont les moyens de Meta AI par exemple. Mais c'est pas la seule chose qu'on fait. On fait aussi du multimodal. On en parlera un petit peu après dans la suite. Vous avez probablement entendu parler de la release de Imu, qui lui génère des images et de la vidéo, et qui a là aussi été décliné sous tout un tas de produits comme un enhancement sur les produits dont je parlais, et qui en fait commence à se faire se mêler de manière extrêmement intriquée du texte, de l'image, de la vidéo. Bref, le début du vrai multimodal. Alors, peut-être pas le début, mais en tout cas, les premières vraies déclinaisons intéressantes d'un point de vue produit du multimodal. Du coup, j'espère qu'avec cette petite intro, je vous ai convaincu qu'il y a de l'intérêt à faire l'acquisition dans la main, que vous pouvez en faire plein de trucs, vous pouvez le faire dessiner, vous pouvez le faire parler. Et du coup, supposons que je vous ai convaincu. Maintenant, on va vous expliquer comment en fabriquer un et comment en entraîner un. C'est gratuit, hein, Lama.
Donc on va peut-être revenir aux bases avant de parler de lama, qui est un animal, n'est-ce pas? On parle de modèle de langue. Qu'est-ce qu'un modèle de langue en fait? Alors je ne sais pas à quel point je lui annonce des truismes ou c'est nouveau pour vous, mais un modèle de langue, en tout cas un certain type de modèle de langue, c'est juste un modèle, une boîte noire qui prévoit le mot d'après, pour faire simple. Donc là, vous avez une phrase en anglais et il y a tout un tas de mots et à chacun de ces mots probable suivant, et à chacun de ces mots, on associe une probabilité. Voilà ce que fait le langage, le modèle de langue. Il attribue des probabilités au mot suivant, et puis au mot suivant, et encore au mot suivant, et c'est comme ça donc que ça génère une phrase. Alors à quoi ça sert? À l'origine, ça a beaucoup été utilisé pour faire de la traduction automatique, parce que le fait d'apprendre en fait quel est le mot suivant, donc c'est juste exploiter en fait des corrélations statistiques entre des mots qui sont à côté les uns des autres, et bien en fait vous avez un byproduct de ça qui est que le modèle apprend en fait les concepts du monde. Vous croyez qu'il répète en fait des mots le plus probable, mais ce faisant, il construit une représentation du monde, et cette représentation du monde que vous pouvez avoir par exemple en anglais, parce que vous l'avez appris en anglais, avec un peu de français, il est capable d'acquérir aussi la langue française. Et c'est pour ça que ces langages, ils ont été très utiles à l'origine pour faire de la traduction automatique. Ensuite, on les a fine-tunés également. Fine-tunés, c'est-à-dire qu'on leur a donné un peu de données supplémentaires pour qu'ils soient capables de faire des tâches particulières. Aurélien et moi, on a commencé chez Meta en faisant un projet qui avait pour but d'enseigner les mathématiques au réseau de neurones. Donc on fine-tunait des modèles de langage, pardon, j'ai envie de le dire en anglais à chaque fois, language model. On les fine-tunait pour qu'ils puissent connaître des tricks mathématiques. Voilà. Et puis, il y a eu une découverte fondamentale faite par OpenAI. On va en parler plusieurs fois, hein, même si ce sont nos concurrents, il faut dire qu'ils ont été très souvent pionniers, qui était la découverte de ce qu'on appelle le few-shot learning. Et donc, on s'est rendu compte que les LLM pouvaient être bien plus que juste des outils spécialisés monotâches. On reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation. Là, une petite histoire des LLM qu'on arrête en 2022. Donc, la tendance générale, à l'époque, c'était bigger is better, donc toujours plus gros, toujours plus large, toujours plus de GPU. On avait des véritables monstres, il semblait que c'était le sens naturel de l'histoire. Après tout, c'est vrai que scaler, ça veut dire mettre plus de compute, et hop, des pelletées de GPU qu'on entassait les unes sur les autres. Et regardons un petit peu la suite, et vous allez voir qu'il y a un point d'inflexion qui arrive exactement en 2002. Bon, c'est pas clair, hein, je vous aide un petit peu, c'est ce papier ici de Chinchilla qui a été fait chez DeepMind. Et vous voyez que tout d'un coup, ce modèle-là qui est tout petit, derrière, les modèles sont nettement moins gros. Alors, ils ne sont pas tous minuscules, hein, déjà, parce qu'il y a toujours eu de la recherche sur les gros. Mais clairement, on voit qu'on a arrêté les monstres d'autrefois, parce qu'on s'est rendu compte avec Chinchilla on pouvait certes augmenter la capacité de compute, mais on pouvait aussi entraîner sur plus de données. Et ils ont exploité ce qu'on appelle des scaling laws, des lois d'échelle, en montrant qu'en fait, il y avait un juste milieu à trouver entre les deux, qu'on était trop parti dans la direction d'empiler les GPU et pas assez dans la direction de mettre plus de data. Donc ça a changé en fait le paradigme. On est revenu sur des modèles de taille beaucoup plus raisonnable, enfin qui sont quand même très gros, hein, vous n'avez pas ça chez vous, mais qui n'ont rien à voir avec un Palm par exemple. Ok, donc un modèle de langue, c'est une boîte noire qui produit une distribution de probabilité sur un certain nombre de mots. Ok, un large language model, c'est un modèle de langue qui est gros. Comment on fait pour fabriquer ce genre de truc? Je ne vais pas vous dire comment tout le monde fait, mais je peux vous dire comment nous on a fait, et en particulier ce sur quoi on s'est concentré. À l'époque, le Zeitgeist, c'était essentiellement cette idée, comme l'a dit Xavier, qu'on voulait des modèles un peu plus gros, et du coup, le corollaire de ça, c'est que ce qui intéressait les gens, c'était la quantité de compute, d'accord, la quantité de capacité de calcul, enfin la capacité de calcul, le nombre de floating point operation qui était utilisé pendant l'entraînement de ce genre de modèle. Avec l'arrivée de Chinchilla, on a commencé à shifter avec des modèles qui étaient plus orientés data, sur lesquels on pouvait extraire plus de jus de la data. Et en particulier, nous, on s'est fait la réflexion suivante, c'était que d'un point de vue utilisateur, qui était aussi le changement de paradigme qu'on commençait à voir à l'époque, que de plus en plus de gens avaient accès à ce genre de modèle, d'un point de vue utilisateur, probablement, ça ne vous intéresse pas tant que ça de savoir à quel point, de savoir la quantité de compute qui a été utilisée pour entraîner votre modèle. Vous, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que votre modèle est facile à utiliser, est-ce que vous pouvez le hoster sur votre laptop ou éventuellement sur un cluster local.
Est-ce qu'il est rapide à être utilisé? Est-ce qu'il est peu coûteux en termes de ressources? Et du coup, on a voulu changer un petit peu ce paradigme-là et on s'est dit, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de minimiser le budget à l'inférence plutôt que le budget du training. Et donc, du coup, on a pris le pari de faire un modèle beaucoup plus petit, ce qui était aussi dans les cordes des scaling laws de Chinchilla, et de se focaliser sur la data. Et comme dès le départ, c'est un peu notre philosophie à MetaAI, on aime bien open sourcer les produits, on s'est focalisé sur le fait que la data devait être facilement accessible, que la data devait être publique et que tout le monde pouvait avoir accès à cette data. Tout ça, ça a imposé un certain nombre de contraintes sur le modèle. On a focalisé dès le départ sur un modèle de 70 milliards de paramètres. C'est à peu près 7 fois moins que Palm à l'époque, qui fait les 540 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Et GPT-3, qui était déjà assez ancien à l'époque, était aussi 3 fois plus gros. Bien sûr, ça vient aussi avec un certain nombre de contraintes. Si vous avez un modèle qui est petit, même s'il est entraîné sur beaucoup de data, bah, vous n'allez pas pouvoir vous focaliser énormément sur le multimodal, hein, et vous allez aussi devoir vous focaliser sur une langue unique, même si on va le voir, le modèle est capable de présenter des capacités multilingues out of the box. Ok, donc comment on fait en pratique? Bah, en pratique, c'est pas très compliqué. On montre simplement au modèle une quantité démesurée de texte, vraiment énorme, l'équivalent à peu près de 27 millions de livres, pour vous donner une idée. Il vous faudrait plusieurs milliers d'années pour lire ça, je pense. Et en fait, au départ, le modèle va simplement... Donc, on lui cache un mot dans un contexte donné, d'un document donné, et on lui demande de deviner le mot. Bon, au début, il va dire n'importe quoi. Et on va simplement le nudger progressivement pour que sa réponse devienne de plus en plus correcte par rapport à ce qui apparaît dans le contexte. Évidemment, vous vous rendez bien compte que ceci est hautement dépendant de la data que vous utilisez pour entraîner le modèle, et que du coup, en faisant ça, votre modèle va pick up les corrélations statistiques qu'il existe dans votre corpus de texte et vous les restituer en sortie. Juste une petite remarque sur le côté architectural. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous le capot. En particulier, les premiers modèles qui étaient entraînés étaient plutôt des modèles de type encodeur-décodeur, c'est-à-dire, comme le disait Xavier, des modèles utilisés pour la traduction, c'est-à-dire qu'ils ont essentiellement accès à tout le contexte que vous leur fournissez. C'est très naturel dans un contexte de traduction. Quand vous voulez traduire une phrase, vous avez besoin d'avoir l'intégralité de la phrase, même pour commencer à traduire le début, ça aide souvent. Par contre, et c'est le cas de la main, les modèles actuels sont plutôt des décodeurs, c'est-à-dire des modèles qui ont uniquement accès au passé, et en particulier c'est beaucoup plus naturel d'un point de vue humain. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez uniquement accès à ce qui est... Ok, ça n'a pas l'air extrêmement difficile du coup, vous avez juste besoin de beaucoup de data et d'entraîner votre modèle. Comment ça se fait que tout le monde ne puisse pas faire ça dans sa cuisine avec son laptop? En fait, il y a quand même quelques challenges qui rendent le truc un peu plus difficile que ce qu'il n'y paraît. La première des choses, c'est que, comme je vous ai dit, les volumes de données sont énormes, les temps d'entraînement sont longs, d'accord? Ce qui fait qu'on a énormément peu de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur du modèle. On comprend très bien la théorie, mais en pratique, comprendre vraiment ce qui se passe finement dans un modèle et comment votre modèle va réagir en fonction de la data qui lui est donnée, c'est très difficile à comprendre. Et en particulier, vous ne pouvez pas trop vous tromper, parce que les trainings sont sur plusieurs milliers de GPU, ils durent plusieurs mois, et donc quand vous changez quelque chose, quand vous changez des paramètres, quand vous changez la recette, vous avez simplement la réponse après plusieurs mois et vous ne pouvez pas trop revenir en arrière. En particulier, il y a tout un tas de secret sauces qui sont utilisées un peu par tout le monde. Chacun a les siennes et ça ressemble vraiment beaucoup à de la cuisine, dans la manière dont on initialise les poids du modèle, dans la manière dont on fait le warm-up des modèles. Et ça, en fait, c'est beaucoup de trial and error. Et comme je vous ai dit, vous avez essentiellement qu'un seul essai parce que c'est très long d'entraîner ces modèles. Et c'est très dur aussi d'un point de vue ingénierie, il faut bien comprendre ce genre de truc, c'est que si vous entraînez votre modèle sur, je sais pas, 2000 GPU et que vous avez un bug qui a une probabilité de 1% de se produire, il va se produire 20 fois, d'accord? Donc les infrastructures de training sont extrêmement distribuées, c'est des mécaniques extrêmement précises. Et du coup, tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Et on n'est pas du tout dans un contexte de surabondance de biens. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup de GPU, mais c'est pas pour autant qu'on est large. En fait, on essaie justement d'extraire le maximum de ce qu'on peut. Et on est vraiment à la limite d'utilisation des GPU. Donc, on a vraiment besoin de ça pour extraire le maximum. Et du coup, c'est très délicat d'un point de vue ingénierie. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a entraîné Llama 1, à un moment on s'est aperçu de bugs en sortie en regardant les courbes de l'os. Et en fait on s'est rendu compte après coup que c'était lié à une vague de chaleur en Caroline du Nord, là où étaient nos data centers, qui rendait les data centers plus lents à opérer. Un truc qui était vraiment assez difficile à comprendre en fait. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique extrêmement précise et huilée. Qu'est-ce que ça donne ?
Qu'est-ce que ça a donné? On a été assez contents finalement de notre bébé Lama, de notre Lama 1. Au niveau des performances, on était très au-delà d'à peu près tous les modèles open source de l'époque. On était même extrêmement compétitif avec tous les modèles closed source, dont Palm. On battait Palm sur, alors pas sur tous les benchmarks disponibles, mais sur un certain nombre de benchmarks, on était au-delà de Palm. Notre seul concurrent, enfin le seul modèle qui faisait vraiment mieux que nous à l'époque, c'était GPT 3.5. Et en particulier, c'était un modèle assez différent, parce que c'était un modèle chat, on va en parler très vite. Mais le vrai succès, c'était l'accueil par la communauté. On a open source le modèle, et l'accueil par la communauté a été incroyable. Il y a eu tout de suite tout un tas de travaux, tout un tas de déclinaisons, que ce soit en termes de fine-tuning, mais également en termes d'optimisation. J'ai été extrêmement impressionné, notamment par Lama C++, dans lequel le modèle a été optimisé pour pouvoir être hosté sur un Raspberry Pi, donner l'idée du niveau d'optimisation. Et ça, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire nous-mêmes. Enfin, on n'avait juste simplement pas ni l'objectif ni le temps pour faire ça. Donc c'est vraiment ce qui nous a donné, ce qui nous a donné le plus de satisfaction, je pense, et ce qui nous a donné envie de continuer ce retour-là, et le fait que les gens aient vraiment accès à ce qui se passait à l'intérieur, de pouvoir modifier le modèle autant qu'ils le veulent, de pouvoir l'optimiser autant qu'ils le veulent. Mais en particulier, ce que voulait la communauté, ce n'était pas un modèle pre-train, c'est-à-dire un modèle qui vous fournit des distributions de probabilité sur des tokens. Ce que les gens voulaient, c'était évidemment un modèle qui puisse parler. Et du coup, on a décidé de revenir au labo pour apprendre à parler à la main et faire Lama 2. Alors, comment, à votre avis, on fait pour faire apprendre à un modèle qui se contente de prédire le mot d'après, comment on fait pour lui apprendre à parler à la manière d'un humain, à la face ChatGPT? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Tout est déjà là, toutes les pièces sont déjà là. Il y a juste un petit peu de fameux fine-tuning à ajouter. Je vous ai parlé tout à l'heure de Few-Shot Learner. Qu'est-ce que c'est que le Few-Shot Learner? Donc, Lama, il a lu 2 milliards, billions, pardon, on met des B, 2 billions de tokens. Ça fait à peu près le même équivalent en nombre de mots. Et du coup, il est capable en fait de prédire le mot d'après. Donc, si on lui dit quelle est la capitale de la France, fort probablement, il va répondre Paris. Mais vu qu'il a lu ça sur beaucoup d'informations du web, peut-être qu'il a lu des quiz. Et vous savez bien que si on lui pose la question quelle est la capitale de la France, peut-être que ce qu'il va générer, c'est quel est le président de la France, quelle est la constitution de la France, quelle est la plus grande ville de la France, etc. etc. Il ne va pas forcément comprendre qu'on attendait la réponse à la question. Il va juste générer ce qu'il y a de plus probable. La découverte d'OpenAI, donc ce qu'on appelle le Few-Shot Learning, donc c'était un premier exemple de prompt engineering, ça consiste en fait à afficher des exemples. Voilà comment je veux que tu répondes, et à finir par la question, donc question-réponse, question-réponse, voilà ma dernière question. Et là, naturellement, le modèle va comprendre en fait les corrélations question-réponse, va pick up en fait le template et va être capable de générer la réponse que vous, humains, attendiez. Là, dans cet exemple, car is voiture, cat is cat, dog is, évidemment, ce que vous attendez, c'est chien. Mais jamais de la vie, il a vu cet exemple-là écrit en toutes lettres dans le corpus d'entraînement. Donc c'est vraiment qu'il a été capable de comprendre, qu'il a vu cette répétition et qu'il a pigé en fait ce pattern. Le problème, c'est que faire ça pour toutes les interactions humaines, c'est pas possible. Donc vous pouvez faire sur une tâche précise du Few-Shot Learning, si vous attendez à ce qu'il réponde à tel type de questions, comment on répare sa voiture, ok, toujours les questions sur la voiture, mais si vous voulez un chatbot général qui vous répond comme un humain, ça va pas marcher comme ça. Donc là, on s'est amusé, voilà, avec le tout premier modèle pre-train, il a tapé hello, point d'interrogation. Et là, Aurélien m'a demandé de censurer en fait l'image parce que ce qu'il a lu après un hello, point d'interrogation, venant du web, c'est pas forcément adapté à une audience grand public, pour le dire poliment. Donc, clairement, il y avait un petit problème d'alignement avec. Certaines personnes, visiblement, auraient bien voulu que ça correspondait aux préférences de certaines personnes, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on voulait montrer à des enfants, mettons. Donc, il s'agit de tordre le cou au modèle pour qu'il soit capable de répondre à la façon dont un humain aurait voulu qu'il réponde. Donc, on veut, pour reprendre la terminologie d'Anthropic, qui sont des pionniers aussi en la matière, on veut un modèle qui soit helpful, harmless et honest. Et les 3 composants sont vraiment importants. Ils ont imposé un peu ce framework que tout le monde essaye de suivre. Oui, c'est le web. Donc forcément, sur le web, il y a beaucoup de trucs moches et
fatalement, il n'a pas de sens moral. Il va falloir lui apprendre un petit peu ce sens moral. Qu'est-ce que c'est que ces patates? La grosse patate que vous voyez ici, là, c'est tout le corpus sur quoi on l'a entraîné. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. On a essayé d'enlever autant de mauvais qu'on peut, mais il y en a qui passent à travers les filets. La petite patate ici, c'est un humain, ce qu'il attendrait comme génération. Et cette patate colorée, c'est ce que lui est capable de générer. Donc vous voyez, il y a du recouvrement entre les deux. Je vous ai montré en few shot learner, hein, il est capable de générer ce qu'en attend un humain, mais il y a beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que l'humain attend. Exemple, hello, point d'interrogation. Le but du fine-tuning, c'est de faire en sorte que la patate colorée rentre dans la patate human preference. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est dommage, on aurait dû le répéter plusieurs fois ce schéma parce qu'il est vraiment important. Ce qu'on livre en fait avec un modèle pre-train, un modèle comme Llama 2 pre-train, Llama 1 ou Mistral. C'est ça, c'est ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui entre en diarrhée verbale, c'est-à-dire que vous commencez à écrire quelque chose et puis il va continuer à parler, il ne va jamais s'arrêter. Quelle est la capitale de la France? Il va vous raconter des tas et des tas de trucs sans s'arrêter. S'il est parti en mode quiz, il va vous écrire un quiz infini. Vous avez certainement fait l'expérience de ça si vous avez joué avec des LLM. Et puis, donc, vous avez ce problème-là et vous avez aussi ce problème d'alignement avec les préférences humaines. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là où on va lui apprendre en fait à bien se tenir et à répondre comme il faut. Et il y a deux grandes étapes. Vous avez une première étape qui s'appelle le supervised fine-tuning. Là, on va lui apprendre à parler, vraiment, genre je parle, tu te tais, tu me réponds, tu t'arrêtes, et on se renvoie la balle. Et la deuxième étape, qui s'appelle le RLHF, un site que vous avez peut-être déjà vu, là encore inventé par nos amis d'OpenAI, qui là va consister à faire en sorte que ces réponses soient plus intéressantes pour un être humain. Petite illustration de la différence entre un pre-train et un fine-tune modèle. À gauche, donc, c'est le modèle livré brut, celui que vous trouvez sur étagère, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a à visiter à New York, vraisemblablement, il va sortir quelque chose tel que ressemble à ses données d'entraînement. Ces données d'entraînement, c'est beaucoup le web, principalement le web. Voilà, il vous a répondu comme un forum, en fait, comme ce qu'il aurait pu sur un forum. À droite, c'est le même modèle, modifié à la marge, c'est-à-dire qu'on a rajouté 1 millième de data en plus d'entraînement. Donc, ce n'est pas exactement le même modèle, mais quand même, ce n'est pas grand-chose. La différence n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire une réponse qui correspond à la question, il est capable de s'arrêter, et la réponse est de qualité. Il y a très peu de différence entre les deux, mais ça fait toute la valeur pour un utilisateur. Et ça, c'est comme ça qu'on passe d'un Llama 1 à un Llama 2. Alors, la première étape, j'ai dit, il y a deux étapes, le supervised fine-tuning et le RLHF. La première étape du supervised fine-tuning, lui apprendre à parler. En fait, comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher des sources de données structurées, question-réponse, question-réponse, ou alors plus exactement, utilisateur-assistant, utilisateur-assistant. Et on va lui apprendre ce template. En fait, je suis un utilisateur, je pose une question, tu es un assistant, et au bout d'un moment, tu t'arrêtes de parler. Et il va comme ça, de la même manière que pour le few-shot, pick up le pattern, et ce fait qu'à la prochaine question où je commence par user, blablabla, assistant, il va me générer une réponse assistant, et il va s'arrêter dès qu'il va tomber sur le token user. Si vous n'aviez pas ça, il continuera à parler pour toujours, c'est ce que je vous expliquais. Mais maintenant, il sait qu'il faut s'arrêter dès qu'il va générer user. Voilà en fait le secret pour transformer un modèle qui parle à l'infini en un modèle qui sait quand s'arrêter. Cela dit, il génère encore pas mal de bêtises à ce moment-là. Donc vous avez une surcouche en fait de ce supervised fine-tuning qui consiste à faire ce qu'on appelle de la distillation de contexte. Ça consiste en fait, si par exemple vous trouvez que votre chatbot il est un peu boring, ou alors il n'est pas très safe, une manière de le faire, c'est de lui dire « réponds-moi de manière amusante »,« réponds-moi de manière amusante » ou « réponds-moi de manière super safe, pas raciste, vraiment non toxique, etc. » Vous lui posez les questions systématiquement comme ça, ce qui fait qu'il est conditionné pour vous répondre de manière safe. Et au supervised fine-tuning, vous enlevez tous les moments où vous avez dit « réponds-moi de manière safe, réponds-moi de manière safe », ce qui fait que lui, il va juste voir les questions-réponses, la réponse comme s'il avait répondu de manière safe. Et pareil, ça va le contraindre, ça va le forcer à être biaisé en faveur de répondre d'une manière safe. Ça, c'est extrêmement utile pour faire des chatbots justement safe ou leur donner une forme de personnalité en fait. C'est un trick de prompt engineering en quelque sorte. Il faut que j'apprenne le bon bouton. C'est celui-ci. Et après, il y a la dernière étape, celle qui fait vraiment la différence. C'est plus que cherry on the cake, c'est celle qui fait qu'on a un chatbot intéressant. C'est le RLHF. Alors, RLHF, c'est un cycle qui signifie Reinforcement Learning by Human Feedback. Donc, apprentissage par renforcement avec boucle de rétroaction humaine, à peu près.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le gros défi en fait pour passer de Lama 1 à Lama 2. Et c'est là où on est content d'avoir réussi. Ça consiste en fait à utiliser des humains pour améliorer les réponses. A priori, si on avait une quantité infinie d'humains, on pourrait avoir une quantité infinie de data sur lesquelles se fine-tuner. Et on aurait des choses très intéressantes. Pour ça, il faudrait juste avoir plein d'humains qui écrivent des questions, écrivent des réponses intéressantes, et puis on traîne dessus. Super, c'est pas scalable. Vous n'allez pas aller très loin. Avec ça, vous allez faire l'étape d'avant, mais vous allez rencontrer des limites. Là où ça devient... Si vous voulez scaler, vous avez besoin d'un autre système, un système automatique. On utilise quand même des humains de la façon suivante. Au lieu de leur demander de générer des réponses, pour qu'en fait on traîne un modèle sur les dites réponses, on va demander au modèle de générer plusieurs réponses possibles, et on va demander à des humains, à ton avis, quelle est la meilleure réponse? Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour un humain. Un humain, c'est beaucoup plus simple pour lui de dire si une poésie A est meilleure qu'une poésie B, plutôt que de lui dire « écris-moi une poésie ». Donc, même s'il est un peu moyen en écriture de poésie, il sera tellement un très bon juge pour savoir c'est quoi une bonne poésie. Et ça, on va utiliser ces données en fait, pour entraîner un autre modèle qu'on appelle le reward model. Et ce reward model, il va comme ça être un proxy pour un être humain. C'est un modèle qui va être capable de donner une note à des générations, et cette note représente ce qu'aurait été la note d'un être humain. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, on entraîne un deuxième modèle qui est un proxy d'être humain, et une fois qu'on a un modèle, alors là, on peut envoyer, on peut passer à l'étape scaling, et du coup, on peut utiliser le dit modèle pour envoyer un signal et pour demander au LLM de faire plein de générations, de demander au reward model de mettre des notes à ces générations, de prendre la meilleure, et en fait, c'est là le côté reinforcement learning, donc renforcement, on va prendre la meilleure génération et elle va entraîner le LLM sur la meilleure génération, donc il va devenir meilleur. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté apportée en 2022 par OpenAI, et ce qui a fait le succès de ChatGPT. Voilà, par exemple, typiquement, je ne sais pas si c'est très lisible, alors je vais le lire en français. Là, l'utilisateur demande est-ce qu'on peut jouer au pendu. Le modèle A va répondre oui, bien sûr, on joue au pendu. Choisis un mot et dis-moi combien de lettres il a. C'est la règle du pendu. Le deuxième, il va répondre bien sûr, jouons. Quel mot tu veux utiliser pour le jeu? Si je le dis, il n'y a plus de jeu en fait. Donc là-dessus, c'est très facile pour un humain. Plutôt que d'écrire la réponse attendue, de dire choisis la A, et ce qui fait que le reward model sera que ce type de question, c'est plutôt ce genre de réponse qui est attendu. Ça marche extrêmement bien, puisqu'en fait, c'est comme ça que vous alignez les préférences humaines, telles que simulées par le reward model, avec les générations du LLM. Et les courbes sont un peu techniques, je ne sais pas si on veut vraiment rentrer dans les détails, mais vous avez la courbe rouge qui est en gros avant et la courbe bleue qui est après. Et même mieux que ça, c'est-à-dire que ce qu'on voit en dessous, ça c'est pas de nous. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a récupéré d'ailleurs, mais l'idée générale, c'est de montrer qu'on arrive à un point où en fait le modèle, il est meilleur même non seulement qu'un humain moyen, mais même que des humains experts. En tout cas, tel que perçu par un humain moyen. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'en fait, on ne veut même plus d'humains pour les générations parce que les modèles sont meilleurs en génération que des êtres humains. Donc ça a été un énorme succès, on a fait plein de benchmarks, on a été meilleur que ChatGPT tel que jugé par des humains. Alors ChatGPT, donc en terminologie OpenAI, 3.5-turbo, donc pas GPT-4, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, on avait atteint notre objectif de faire un assistant qui tenait la route et dont les gens pouvaient s'emparer. Donc ça, c'était l'histoire de Lama 2 et comment on est passé d'un modèle pre-train à un modèle capable d'interagir avec les êtres humains. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que tout est résolu dans le monde des LLM? Et est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire scaler et faire des modèles plus gros et voir ce qui se passe? En vrai, pas vraiment. Il y a encore pas mal de problèmes. Et des problèmes importants, et en fait si vous interagissez avec des LLM au quotidien ou même de temps en temps, ces problèmes-là ont dû vous éclater en pleine face parce qu'ils sont vraiment blatants dès qu'on se met à interagir un peu avec ces modèles, et en particulier on essaie de mimer beaucoup le style d'un être humain. Ces modèles sont très vraisemblables en tant qu'humains dans leur manière de se comporter, mais ils ont des énormes failles en termes de logique et en termes de reasoning. Et ça, à un niveau bien supérieur à celui de l'être humain moyen. Ils font des erreurs qu'un humain ne ferait jamais. Donc ça, on aimerait bien comprendre ça. On aimerait bien aussi faire de la vraie multimodalité,
C'est-à-dire, à l'heure actuelle, comme je vous ai parlé d'IMU, bon, il y a DALL-E, il y a de la multimodalité apparente, mais en fait, il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, c'est une multimodalité qui ressemble un peu à de la traduction. En fait, le modèle considère que il peut traduire du texte en image et de l'image en texte. En fait, on aimerait bien lui faire comprendre que l'image d'un cheval, ce n'est pas qu'une simple traduction du mot cheval et que derrière, il y a un vrai concept et que c'est cette chose-là qu'il doit capturer. Ça, c'est un peu compliqué. Vous avez probablement entendu parler également de plugin. Une des manières de renforcer cette multimodalité et paradoxalement aussi de renforcer ce côté de reasoning, c'est de rendre le modèle non seulement capable de parler, mais d'interagir et de recevoir du feedback avec les choses sur lesquelles il interagit. Et ça passe par un certain nombre de tools et de plugins qui peuvent l'aider en fait dans cette boucle de rétroaction. Et bon, l'objectif final, je le prononcerai qu'une seule fois parce que c'est un peu le tarte à la crème, mais c'est AGI, Artificial General Intelligence. J'en dirai pas plus là-dessus. Est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas? Your guess is as good as mine. Juste pour vous donner une idée du genre de problème extrêmement simple et extrêmement basique sur lequel le modèle est toujours très mauvais, un modèle comme Llama, je vais vous faire jouer un jeu de cette différence. Alors en vrai, il y a un peu plus que cette différence dans les deux images que je vais vous montrer, mais en fait, il n'y a qu'une seule différence qui importe vraiment. Est-ce que vous allez réussir à la trouver? Non. Alors en fait, la seule vraie différence importante dans cette image, c'est le prompt. Le prompt de gauche demande à un astronaute qui chevauche un cheval et le prompt de droite demande à un cheval qui chevauche un astronaute. Et ben, les images sont vraiment... Enfin, en tout cas, l'une des deux images est très fausse par rapport au prompt. Ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de fondamental que le modèle ne comprend pas. Et si vous demandez à un enfant la même chose, alors probablement, même un enfant de 3-4 ans, il vous fera probablement pas un aussi joli dessin, mais il est très probable qu'il se trompera pas entre les deux prompts. Et donc, il y a vraiment quelque chose de fondamental là que le modèle ne comprend pas, ou en tout cas, il fait des erreurs qui sont vraiment pas des erreurs du style humain. Et c'est ce genre de choses qu'on aimerait bien, enfin nous et plein d'autres gens, comprendre maintenant. Merci beaucoup et on va s'arrêter là. Merci beaucoup Clément et Adrien. Merci d'être venus. Aurélien. Pardon. Xavier et Aurélien, désolé. Merci beaucoup. On sait que votre temps, il est précieux, il est rare. Un grand merci pour ce que vous apportez à la communauté et ce que vous apportez sur Llama. Finalement, je ne m'attendais pas à croiser des dresseurs de Llama, comme on l'a dit en arrivant ici, mais pour faire écho aussi avec le talk qu'on avait avant, vous n'êtes pas seulement des dresseurs de Llama, mais on voit que vous êtes des artistes, parce qu'on voit que ça demande vraiment de pouvoir les façonner. On va prendre des questions dans la salle. Oui, alors Voilà. moi j'ai un micro et il y a Pauline qui a la Il y a catchbox. la box. J'ai une question ici. Je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour savoir que le modèle sache que quelque chose est unsafe et par exemple que si je demande comment empoisonner quelqu'un, il va s'arrêter ou... Ben, en fait, donc c'est ce que Xavier expliquait. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les opérations de safety ou les opérations de helpfulness, etc., en fait, globalement, tout ça, on le considère comme du fine-tuning et en fait, la méthodologie est essentiellement similaire. En fait, on lui montre des exemples de, en l'occurrence, questions auxquelles on ne veut pas qu'il réponde et on le biaise pour qu'il donne la réponse à laquelle on s'attend, c'est-à-dire je ne veux pas répondre à ça. On a aussi des benchmarks. Hein. Il y a des benchmarks qui te disent si oui ou non ton modèle est safe ou unsafe, et on les utilise. Et on en a d'autres aussi qui sont à nous pour vérifier si ça ne déraille pas, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Pauline, je crois que tu en as une là. Et ensuite, on repassera par ici. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais rebondir sur la question qui a eu lieu précédemment et vous parler du jailbreak qu'on peut faire avec beaucoup de modèles. Comment est-ce que vous prenez en compte les possibilités de jailbreaking pour justement revenir aux usages non traités dans le cadre d'une mise à disposition safe de vos modèles? C'est une bonne question. Alors, je ne pourrais pas vous donner une réponse extrêmement exhaustive de ça parce que, en fait, la question touche à plusieurs aspects. Il y a un aspect recherche où là, je vais peut-être pouvoir vous donner 2-3 éléments. Et il y a un aspect product qui sort un peu de notre scope. Et en l'occurrence, pour ce genre de questions, surtout de jailbreaking, en tout cas dont je suis au courant, l'idée, c'est vraiment de rendre le prompt engineering le plus difficile possible. Mais en fait, on est un peu dans le même état des choses que sont tous les domaines qui touchent à la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a toujours un coup de retard, entre guillemets. Et notamment avec le multimodal, les méthodes
Donc vous pouvez conditionner votre modèle avec des images à répondre en fait à ce qui est écrit dans l'image plutôt que le vrai prompt, etc. Vous pouvez le conditionner de tout un tas de manières et donc l'attaquer de tout un tas de manières. Et en soi, pour l'instant, les méthodes qu'on a d'un point de vue recherche sont pas extrêmement différentes de ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire grosso modo repérer les méthodes d'attaque et faire en sorte que le modèle ne réponde pas de la manière dont les attaquants espèrent qu'ils répondent. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est sur le côté un peu produit. Et là, il y a tout un tas de classifiers que vous pouvez build on top et qui en fait interceptent les prompts ou vont les formater d'une certaine manière qui seront plus safe pour le modèle. Mais ça, c'est plus de l'ingénierie classique, entre guillemets. On a une autre question juste ici. Monsieur. Bonjour, merci pour votre temps et votre contribution dans l'open source. Question très naïve, dans la partie où les humains doivent donner des feedbacks, très naïvement, il peut y avoir plein de fois où il n'y a aucune des réponses qui sont bonnes. Donc naïvement, comment ça fonctionne un peu? Parce que cette partie semble importante. C'est vrai. Il y a plusieurs techniques qui ont été testées. Et là, on doit dire qu'en fait, on passe par des fournisseurs qui sont plus que des fournisseurs, qui sont des vrais partenaires, en fait. Ils écrivent des papiers scientifiques, d'ailleurs. Donc, tout le monde se les arrache. C'est les deuxièmes vendeurs de pelles de la rue Everlord avec les vendeurs de GPU. Ils sont très bons. Ils ont découvert, par exemple, que ça ne servait à rien de donner une note absolue. Ça ne servait à rien de comparer plus que deux générations. Donc, il nous aide en fait. C'est pas fait en une fois, si tu veux. Il y a un cycle itératif et il nous aide en disant bah voilà, là votre modèle est quand même un peu pourri là-dessus. Faudrait peut-être voir un petit peu parce que là on n'arrive même pas à piquer la bonne réponse et donc on améliore le truc. Pour l'instant, les modèles ils tiennent la route. Ils sont suffisamment bons en fait pour que ça marche. Il y a un autre truc qui arrive, c'est par contre maintenant, il s'avère que peut-être que toutes les réponses sont trop bonnes et c'est du coup difficile de choisir entre deux réponses bonnes. Comme je le disais tout à l'heure, on arrive à un stade où en fait les générations sont meilleures que celles d'humains experts, enfin, en général, et peut-être même que l'humain moyen qui est censé noter fait plus vraiment la différence. Donc l'étape d'après pour améliorer encore l'alignement avec les préférences humaines se fera peut-être sans humain, paradoxalement. Est-ce qu'on a encore une question là? On peut prendre une question. Ouais, ici. De l'autre côté. Voilà, on se lance. Merci beaucoup pour le talk, c'était super intéressant. Pour le RLHF, je vois des nouvelles méthodes, beaucoup le DPO notamment, qui n'utilise plus de reward model et du coup rend la chose beaucoup plus accessible, qui se veut plus stable aussi. Vous n'en avez pas parlé, est-ce que c'est des choses que vous considérez? Est-ce que ça marche moins bien que du coup le PPO que vous montrez là? Où on en est par rapport à ça? C'est clairement des choses qu'on a comparées, qu'on a utilisées. PPO, on utilise du PPO notamment parce que on trouve que ça améliore le modèle. C'est encore une fois une constatation extrêmement empirique. On a fait un peu la même chose avec des PO et on s'est rendu compte que c'était moins bien. Donc du coup, on est resté là-dessus. Mais comme beaucoup de choses, en fait, on n'a pas une compréhension théorique extrêmement fondamentale, je dirais, de ce qui se passe. C'est extrêmement expérimental, en fait. On implémente la méthode, on regarde et on tweak un peu, on touille. Et si c'est mieux, c'est mieux. Si c'est moins bien, on passe à autre chose. Merci beaucoup. C'était la dernière question. On vous applaudit encore. Et on a retenu le adopte un lama. En tout cas dans notre journée, donc n'hésitez pas à faire un hashtag adopte un lama. Donc là on arrive à un moment qui est important pour que vous puissiez vous rebooster encore en énergie. C'est le moment de la pause déjeuner.